Peut-être acquerrons-nous, dans une étude du jeu, les outils conceptuels nécessaires pour arriver à une compréhension originelle de la différence entre l'homme et le cosmos et de leur affinité. Yes, sir, mon homme. Là, tabarniche, y a pas personne à soir qui se couche de bonne heure parce que c'est Bleu Cinéma qui joue. C'est à soir, ça se passe. Bleu Cinéma de retour, hey, on s'est mis propre, regarde ça, petite jacket en blue velvet, avec ma calotte des Mariners de Seattle, parce que c'est pas important de gagner. Bleu Cinéma de retour, je suis désolé des mois d'attente, c'est pas drôle, là, c'est pas fiable, ben même mon affaire. Mais un gars était occupé, un gars a pas chômé, puis c'est ça, là, écoute, il fallait que je finisse des affaires, je finissais c'est pas maintenant, je finissais mon mémoire de maîtrise, fait que c'était long. Mais là, regarde, il est là, il est tout là. L'imaginaire de Pierre Perrault, habiter la Québécoisie. Regarde, passer 2 ans à checker des films de Pierre Perrault pour écrire cette affaire-là que personne ne va lire. Mais écoute, c'était le fun, j'ai vraiment aimé ça. C'était pas pour rien que le contenu Bleu Cinéma était très axé sur Pierre Perrault dans les dernières années. Ouais. Pas mal dans les dernières années. Mais c'est ça. Il a fallu que je finisse ça, fait que ça demandait bien du temps, mais réussi de faire 2-3 picochines par-ci par-là. Là, on fait d'autres choses, on a fini avec ça, puis là, ben c'est ça, j'ai écrit d'autres affaires, puis je me suis dit, it's time, it's now or never. Non, c'est là. Les 5 prochaines semaines, on passe à travers le calendrier de l'Avent, bord en bord, du 2 décembre au 31 décembre. Chaque dimanche du mois de décembre, il va y avoir un Bleu Cinéma. C'est le mois de l'Avent, le mois de Bleu Cinéma. Fait que... grayez-vous. Vous en avoir de besoin. De besoin. Bon. Fait que c'est ça. Ça va être 5 textes. Le format là, des épisodes, ça va être un peu livre audio, si tu veux. C'est ça. C'est 5 textes que j'ai écrits dans les dernières semaines. Puis là, je me suis dit, bon là, tant qu'à rien faire avec ça, aussi bien en faire des épisodes. Fait qu'il va y avoir... c'est des lectures. C'est des lectures de textes, c'est tout. Format livre audio. Mais, si vous voulez les lire... Ça va être disponible aussi sur Substack. Le lien est dans la description. Vous pouvez aller voir ça. Puis abonnez-vous à mon Substack. Tant qu'à être rendu là. Vous allez avoir toutes mes nouvelles direct dans votre boîte à mal de email. Puis abonnez-vous à Bleu Cinéma aussi. Là. Je suis pas bien bon dans le PR puis dans la promotion. Fait qu'abonnez-vous à Bleu Cinéma. Mettez la cloche. Mets ça là, tout de suite. Abonne-toi live là. Fait que, c'est ça. Ce sont des textes que j'ai écrits dans le cadre de séminaires. Fait que, c'est pas des textes qui étaient supposés aller ensemble, mais il y a quand même un concept qui traverse les 5. Puis c'est le concept de jeu. C'est pas pour rien que j'ai mis ma calotte des Mariners. Des réflexions sur c'est ça, le jeu, l'art, la création, l'émancipation, le politique, le baseball, la poésie, la terre, l'habiter, la liberté, l'être humain, le cosmos. Les 5 textes ensemble, là, j'ai appelé ça Prolégomène sur le jeu, le cosmos et la liberté. Hey, c'est bien écrit. C'est quasiment pas pompeux. Donc, c'est un peu un work in progress. C'est des prolégomènes. Fait que c'est des bases, là. C'est-à-dire, c'est ça. C'est les bases d'un travail qui va se faire dans les années à suivre. Mais
pour l'instant, c'est les bases. C'est le travail préliminaire d'un travail plus étoffé puis exhaustif qui va être fait dans les années à venir dans le cadre de mes études. C'est pas compliqué. Bon. Parce que c'est ça, là, tu sais, dans le fond, c'est ça. On va écrire une thèse de doctorat sur le baseball puis Moneyball. C'est ça qu'on va faire. On va être honnête avec nous-mêmes, là. Bon. C'est ça qui se passe. Donc, étant un work in progress, j'invite le lecteur ou l'auditeur à être indulgent. Donc, on y va. Je vais y aller gaiement, tout comme ça, avec le premier texte qui s'intitule Le jeu comme liberté. Dans ce texte-là, d'ailleurs, il y a des images. Il y a une image. Je vais la mettre dans le YouTube. Si vous êtes en audio, vous ne verrez pas le graphique. Fait que allez le voir soit sur Substack ou bien allez voir l'épisode. Mais en tout cas. Donc, c'est ça. Là, j'y vais. Le jeu est le meilleur alibi d'une philosophie de la contingence de la liberté. Ce sont les mots que Jacques Henriot emploie dans son livre Sous couleur de jouet, dans lequel il tente de définir ce qu'est le jeu. L'originalité de sa réflexion repose sur son approche métaphorique. C'est qu'il arrive d'abord à déterminer ce qu'est le jeu par le biais de métaphores. Métaphores que nous employons souvent en mécanique notamment. Par exemple, lorsque nous disons « ces pistons ont du jeu ». Cet usage métaphorique du jeu cherche à exprimer un espace libre. Un espace où un élément peut opérer et se mouvoir librement. Pour Henriot, comprendre le jeu via la métaphore au lieu de tenter de le définir par des critères, des manières ou des formes par lesquelles il se déploierait, par exemple du hockey, aux échecs, jusqu'aux jouets d'enfants, ça a l'avantage de donner, Henriot précise-t-il, non pas le jeu, mais l'idée de jeu. La métaphore change de sens. Ce n'est plus le jeu des hommes ou des animaux qui sert de modèle pour nommer le mouvement des choses, mais à l'inverse, ce dernier qui fournit l'image adéquate pour expliquer l'autre, nous dit Jacques Henriot. C'est donc dire qu'en pensant dans un premier temps la métaphore, le jeu comme l'idée d'une latitude, d'une facilité de mouvement, d'une liberté utile, nous pouvons se faire dans un deuxième temps une idée beaucoup plus féconde de ce qu'est le jeu, contrairement à si nous nous bornions à définir le jeu en fonction d'un jeu. Ce changement de point de vue amène donc Henriot à comprendre le jeu d'abord comme un espace mesuré et comme mouvement libre au sein de ce dernier. Voici ce qu'il nous dit. L'homme éprouve la sensation d'un espace qui s'ouvre, d'un vide provisoirement créé dans l'épaisseur du monde, en même temps que celle d'un mouvement qui commence à naître, d'un déplacement léger qui n'a pas encore forme de rythme, mais oscillant, vibrant, dansant, presque en ce lieu qui lui fait place, sans qu'on se trouve en mesure pour l'instant d'en prévoir le déroulement, d'en calculer les effets. Or, le jeu est considéré ici comme un espace parallèle, une zone ouverte et libre, un paradigme pourrions-nous dire. C'est pour cette raison qu'il parle de métaphore, parce qu'il évoque le jeu au figuré, c'est-à-dire non pas par le biais de critères qui diraient par exemple « le jeu est un objet et une structure ludique » ou « le jeu est un ensemble de règles prédéfinies par lesquelles des joueurs jouent », etc. Mais plutôt en disant « le jeu, c'est comme un espace libre, comme une zone ouverte ». C'est sur cette idée d'espace libre et de zone libre que nous souhaiterions se pencher dans cette première réflexion. Nous citions au tout début une phrase du texte, à notre avis, très importante, soit que sont liés, d'une part, le jeu, et de l'autre, une philosophie de la contingence et de la liberté. Agamben, dans sa philosophie politique, pense le pouvoir souverain comme l'envers de la vie nue. Ce dernier concept qui lui vient de Benjamin lui sert à expliquer à quoi se réduit la vie lorsqu'elle est aux prises d'un pouvoir souverain. Aujourd'hui, il s'agit simplement du pouvoir souverain, capitaliste d'une part, et des travailleurs salariés de l'autre. Les travailleurs sont forcés de travailler, à défaut d'être réduits à des criminels, des hors-la-loi, des Vogelfrei.
Et c'est ça que le pouvoir souverain impose à la vie nue. Bien que dans le quotidien, personne ne le ressente de manière explicite, c'est la même structure de pouvoir qui fut autrefois présente, par exemple, en Allemagne nazie, dans les camps où les Juifs furent réduits à des vies nues, c'est-à-dire à des vies qui ne sont seulement qu'en vie, mais qui vivent, toutefois, comme si elles étaient mortes. Les Juifs étaient vivants, mais leur vie étant réduite à rien, si ce n'est qu'à une chose qui vit, le pouvoir souverain pouvait les tuer sans commettre de crime. Note numéro 5. C'est la tragique conclusion à laquelle arrive Agamben, soit que le régime nazi s'est déployé dans une légalité absolue, suivant une loi d'exception, c'est-à-dire l'article 48 de la Constitution de Weimar, et sachant que les systèmes politiques actuels sont structurellement identiques à celui de l'Allemagne des années 30, rien n'empêche qu'un pareil désastre génocidaire se reproduise encore aujourd'hui. Nous n'irons pas jusqu'à citer le cas de la Palestine. Il est soit dit en passant intéressant de noter qu'Agamben parle de zone d'indistinction au sujet des camps, une zone où la limite entre la loi et l'exception se brouille constamment. Cette zone est la complémentarité du pouvoir souverain qui fait à la fois partie de la loi, mais opère aussi à l'extérieur de celle-ci. Le souverain ayant droit de veto sur l'opérativité ou l'inopérativité de la loi est à la fois dedans et en dehors de cette dernière. Rappelons que Henriot parle pour sa part d'une zone d'incertitude au sujet du jeu. À mon sens, il est évident que le jeu est la contrepartie du camp. Vous pouvez voir le carré sémiotique ici. Il y a là, comme Henriot le dit en effet, le meilleur alibi d'une philosophie de la contingence et de la liberté. C'est dans le jeu que la vie nue prise du camp peut sortir. En effet, il existe pour Agamben une manière de s'émanciper de cette zone où l'homme est réduit à un être vivant qui vit comme s'il était mort. Et c'est là que se joue le jeu. Dans Profanation, voici ce que le philosophe italien nous dit. The activity that results from play becomes a pure means. That is, a praxis that, while firmly maintaining its nature as a means, is emancipated from its relationship to an end. It has joyously forgotten its goal and can now show itself as such, as a means without an end. The creation of a new use is possible only by deactivating an old use, rendering it inoperative. Ce que le pouvoir fait lorsqu'il réduit un homme à une vie nue, c'est le rendre impuissant. Impuissant d'être impuissant. Il capture son inopérativité potentielle. L'homme est en vie comme s'il était mort. L'homme ne valant plus rien, il peut être récupéré à la guise du pouvoir. C'est symétriquement la même chose qu'Agamben propose ici lorsqu'il parle de jeu. Le principe du jeu, c'est de faire comme si. Et nous disons bien faire comme si. Parce que toujours suivant la conclusion de Henriot au sujet des différents éléments du jeu, le matériel ludique, la structure ludique et la pratique ludique, c'est seulement cette dernière, la pratique ludique, qui arrive à définir ce qu'est le jeu. Nous ne pouvons pas définir le jeu par des critères ou des formes. Nous sommes dans le régime du faire, de l'acte. Pour Henriot, ce qui fait du jeu un jeu, c'est sa pratique. C'est la praxis, pour reprendre les mots d'Agamben, qui fait que quelqu'un joue et que le jeu est. Henriot nous dit « La seule chose qui soit à définir quand on parle de jeu est la forme de pensée, l'attitude mentale, la conscience singulière de celui qui découvre dans le matériel et dans cette structure des occasions ou des moyens de jouer. La seule chose qui soit en question quand on parle de jeu, c'est le jouet du joueur éventuel. » Donc en effet, quand on fait comme si, c'est là qu'il y a jeu, et c'est donc symétriquement la même chose qu'accomplit le jeu par rapport au pouvoir souverain quand il fait comme si le pouvoir n'était pas en place. Faire comme si, c'est faire le jouet, et dès lors accomplir le jeu. En faisant ainsi, en jouant, on fait comme si le pouvoir n'était pas opératif. On le rend inopératif et on s'en émancipe. C'est le principe de l'impuissance comme puissance. J'aurai un texte sur l'impuissance comme puissance qui va venir la semaine prochaine. Être pris dans le camp, c'est l'impuissance de ne pas faire. Jouer, c'est la puissance de ne pas faire. La puissance d'être impuissant.
l'impuissance comme puissance. Nous y reviendrons. Henriot cite Benveniste qui parle de la fonction désacralisante du jeu, au sens où le jeu a une fonction de détournement. C'est ce que fait un enfant en jouant avec un objet destiné à un usage autre que ludique. Il détourne. La sphère du sacré, c'est la sphère du pouvoir. Et désacraliser consiste donc à détourner le pouvoir. Henriot explique cela en prenant comme exemple la guerre, qui peut être un jeu si nous faisons abstraction de ses fins, c'est-à-dire des souffrances, des morts, des violences. Faire abstraction de, c'est faire comme si. Et c'est en cela que consiste jouer. Agamben cite également Benveniste à cet égard et parle en effet de profanation. Profaner, c'est détourner le sacré, détourner le pouvoir. Rappelons d'ailleurs que le pouvoir, lui, détourne l'homme de sa vie pour en faire une vie nue. De son côté, l'homme, pour séparer le pouvoir et s'en émanciper, il lui suffit de le désacraliser en le profanant, autrement dit en jouant, en faisant comme si son pouvoir et sa règle n'existaient pas. Le rapport du jeu au pouvoir est on ne peut plus clair quand Henriot cite Winnicott, qui parle de l'acte de jouer, de la structure d'un jeu. Winnicott parle comme Schmitt quand il dit que l'acte de jouer a quelque chose d'inquiétant, voire d'effrayant, alors que la structure, en ce qu'elle comporte d'organisé, représente une tentative pour tenir à distance cet élément sauvage. Schmitt, dans sa théologie politique qu'Agamben prend pour modèle pour comprendre le pouvoir souverain, pose le besoin qu'a le pouvoir d'organiser et de légiférer un lieu donné a priori, qu'il appelle dans son langage très catholique l'eschatone. L'eschatone vient de la même racine qu'eschatologie, c'est-à-dire la fin des temps. Là où l'Antéchrist arrive, une pure anarchie. Pour contrer l'eschatone, il faut pouvoir installer le katéchon, ce qui freine l'arrivée de la fin, ou autrement dit, des temps anarchiques. Le katéchon est, pourrions-nous dire, la structure d'un jeu donné. Pour Winnicott, l'eschatone serait l'acte de jouer. Acte qui est pour lui sauvage et inquiétant. Il faut rappeler que pour Henriot, il n'y a que cet acte de jouer, cette praxis qui fait en sorte qu'il y a jeu. Ni le matériel, ni la structure définissent ce qu'est le jeu. Ces deux derniers éléments en font certes peut-être partie, mais encore le jouer, l'acte de jouer, existe bien avant. L'acte de jouer est donc relatif à l'eschatone, bien qu'Agamben distingue vivement la différence de l'eschatone avec ce qu'il appelle les temps messianiques, c'est-à-dire l'émancipation de la vie. Ces temps messianiques consistent non pas à faire un retour en arrière à l'anarchie animale, mais bien plutôt à libérer les étaux du pouvoir, l'inopérativité de la vie, l'impuissance comme puissance. C'est cette inopérativité de l'homme qui est évidemment capturée par le pouvoir souverain pour en faire une vie nue. Le pouvoir fait en sorte que la vie de l'homme ne peut plus être inopérative. Un homme doit travailler ou mourir. En d'autres termes, il fait en sorte que l'homme ne puisse plus jouer. Puisque lorsque l'on joue, on est inopératif, on est libre. Benjamin écrivait dans une lettre à Scholem ceci. The scripture without its key is not scripture, but life. Il y a là tout l'essentiel de ce qu'est jouer. Jouer, c'est faire comme si le pouvoir souverain, le katéchon, et sa structure oppressive n'existaient pas. Le jeu, c'est préférer ne pas. C'est la puissance de garder son impuissance, donc d'être impuissant en puissance. Sans ses pouvoirs oppressifs et ses lois, dans l'inutilité des clés qui barrent les portes d'accès au château et l'inutilité du château lui-même, la vie nue n'est plus une vie nue, mais la vie. There it is. Donc, voilà pour le premier texte. C'était ça. Jacques Henriot, on est parti de Jacques Henriot, dans son livre La couleur de jouer, sous couleur de jouer, excusez. Je vous invite quand même à aller voir le texte sur Substack, là, parce que j'ai une couple de notes de bas de page que j'ai passées. Notamment par rapport au carré sémiotique puis au communisme woke, terme que je dois à Émilie Carrière. Autrement, c'est ça. Donc, à la semaine prochaine
pour un texte qui s'intitule, voilà, de Georges Brecht. Non, c'est pas ça le deuxième, c'est ça? Non, c'est ça, c'est pas ça. Excusez. La semaine prochaine, The Dude ou la création, on parle de Big Lebowski. Fait que, puis on continue cette discussion-là avec Agamben aussi, puis l'impuissance comme puissance, on va éclairer ça. À la semaine prochaine. Yes, sir.